Je scène, ouais, c'est nickel. Ok, alors bonjour tout le monde. Moi, je vais vous faire une petite chronique sur une plante bizarre qu'on appelle Amborella trichopoda et qui est la sœur des autres plantes à fleurs. Et je vais vous raconter comment on a découvert ça. Alors, ça marche pas? Si ça marche. Alors, Amborella trichopoda, c'est un buisson de sous-bois endémique de Nouvelle-Calédonie. C'est un tout petit machin de rien du tout, comme vous pouvez voir sur la carte où c'est la Nouvelle-Calédonie, et puis à quoi ça ressemble, et puis à quoi ça ressemble dans son milieu. Donc voilà, c'est une plante qui paye pas de mine, quoi. C'est un arbuste dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles, donc des pieds qui n'ont que des fleurs mâles et des pieds qui n'ont que des fleurs femelles. Et il y a une pollinisation par les insectes et par le vent. Et voilà, c'est vraiment une plante qui paye pas de mine. C'est une plante qui a été décrite dans une note de bas de page de Bayon en 1869. Et donc je vous ai mis une capture d'écran de la note. Il décrit la famille des Monimiacées dans une histoire des plantes. Donc les Monimiacées, c'est une famille qui est historiquement proche de la famille du laurier, qui est les Lauracées. Et donc il dit qu'il a vu deux plantes nouvelles qu'il met dans les athérospermées, donc dans les Monimiacées. Il dit l'autre est une plante de Nouvelle-Calédonie que nous appellerons provisoirement Amborella trichopoda et dont on ne connaît ici jusqu'ici que les fleurs mâles. Et puis bon, il dit plus ou moins que ça paye pas de mine. Je vous ai mis l'image numérisée du type qui est au Muséum de Paris et qui a donc été typifié après la description. Puisque là, comme vous pouvez voir, ça fait absolument pas mention d'un spécimen. C'était pour rebondir sur la chronique de Ellie. À la fin du XXe siècle, dans les classifications, on la met. Donc il y a deux grands systèmes de classification de la fin du XXe siècle. Il y a celui de Cronquist, qui est un système de systématique évolutionniste gradiste. Il met Amborella dans les Laurales. Dans les Magnolidés, donc qui est sa patate basale des plantes à fleurs. Et puis la première classification cladiste des plantes à fleurs, qui est l'image que vous avez à droite. Alors il faut imaginer ça comme une coupe horizontale qu'on aurait fait dans le présent sur l'espèce de phylogénie en 3D des plantes à fleurs. Et il met Amborella dans les laurales aussi, donc proche des lauracées, donc proche de la famille du laurier. Qui est historiquement dans les Magnolidés. Pour le contexte, à la fin du XXe siècle, on commence à faire des phylogénies morphologiques sur des critères morphologiques des plantes à fleurs et en fait on n'arrive pas à trouver la racine des plantes à fleurs. On se retrouve avec, donc vous avez un arbre en haut qui est un genre de résumé des trois études de phylogénie morphologique, de cladistique morphologique qui sont citées. Et on n'arrive pas à résoudre la racine des plantes à fleurs. Et en fait, les plantes à fleurs sont très 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 différentes morphologiquement de leur groupe frère dans l'actuel, qui est les gymnospermes. Et on a du mal à se débarrasser des visions gradistes de l'évolution des fleurs. Et, euh, et donc c'est la galère, quoi. Et puis on commence à faire de phylogénie moléculaire dans les années 90. Et on s'aperçoit en fait que les plantes à fleurs sont très très divergentes de leur groupe frère actuel qui sont les gymnospermes. Et on n'arrive pas à aligner les marqueurs qu'on est capable de séquencer à cette époque-là. Et donc on ne peut pas enraciner les plantes à fleurs avec les gymnospermes, ce qu'on ferait si on pouvait. L'arbre en bas à gauche, c'est l'arbre de l'APG1. Donc l'APG, ça veut dire Angiosperm Phylogeny Group. C'est un consortium de chercheurs qui s'est donné pour objectif en 98 de publier une classification consensuelle unique, complètement phylogénétique des différents ordres de plantes à fleurs. Et donc à ce moment-là, il laisse Amborella dans les laurales et il publie cet APG1 donc avec un râteau à la base. Il y a deux chercheurs qui sont Matthews et Donoghue qui ont une idée pour essayer de trouver la racine des plantes à fleurs et c'est surtout ça c'est cette idée-là que je trouve assez cool et qui m'a donné envie de faire cette chronique. C'est d'enraciner les plantes à fleurs avec des phylogénies de familles de gènes paralogues. Donc c'est une idée un peu compliquée. L'idée c'est qu'il y a des familles de gènes qui se
dupliquent. Il y a des gènes en fait qui se dupliquent au cours de l'évolution et puis ensuite qui évoluent chacun indépendamment, mais dans les mêmes organismes. Et donc, en fait, en faisant la phylogénie de gènes, donc on appelle ça des gènes paralogues, et en faisant des phylogénies de gènes paralogues, en fait, elles devraient être superposables l'une à l'autre, puisque les gènes évoluent dans les mêmes organismes, mais par contre, ils évoluent de façon indépendante. Et donc, l'idée, c'est d'enraciner la phylogénie d'une des familles de gènes avec la phylogénie de l'autre famille de gènes. Ils utilisent pour ça des protéines qu'on appelle les phytochromes, donc qui sont des récepteurs à la lumière qu'on trouve chez les plantes à fleurs. Il y en a tout plein, ils ont tous des lettres. Je vous ai mis l'image de la structure en 3 dimensions d'un phytochrome. Et donc, on sait avec la génétique qui est toute nouvelle, les progrès du séquençage du début des années 2000 et des algorithmes d'alignement, on arrive à comprendre que la famille du phytochrome A et la famille du phytochrome B ont probablement divergé après la divergence des angiospermes. Et donc, c'est des paralogues qu'on trouve que chez les angiospermes et qui concernent que chez les angiospermes. Ils séquencent donc ces deux paralogues chez tout un tas de plantes à fleurs. Donc, vous avez l'échantillonnage là. Et l'idée, c'est de mettre dans le même jeu de données de mettre toutes les séquences du phytochrome A et du phytochrome C pour tous les taxons et de regarder le consensus en parcimonie des arbres non résolus que ça donne. Et leur hypothèse, c'est que si les gènes évoluent bien indépendamment l'un de l'autre en suivant la phylogénie, on devrait trouver un arbre non enraciné qui contient 2 sous-arbres qui sont reliés que par une seule branche. Et cette branche-là, c'est la racine des plantes à fleurs. Et donc là, c'est ce qu'on trouve. Et donc vous avez la figure ici qui est pas un peu compliquée. Et on trouve Amborella qui sort comme la groupe sœur de toutes les autres plantes à fleurs. On s'y attendait pas trop. On s'attendait à ce qu'elle se place parmi les lignées qui divergent en premier parce qu'elle est vraiment très bizarre. Mais on s'attendait pas trop à ce que ce soit une famille monotypique qui soit groupe frère de toutes les autres. On s'attendait plutôt à ce qu'elle soit éventuellement groupe frère des nymphéas. Et donc on trouve ça. Depuis, c'est assez bien soutenu dans les phylogénies moléculaires. Et actuellement, on en est à la 4e version de l'APG depuis 2016. Vous avez l'APG 4 à gauche. Donc comme vous voyez, il y a eu quand même des progrès de résolution incroyables en 20 ans. Et donc Amborella, c'est la première lignée qui diverge. Donc Amborella trichopoda, qui est une espèce monotypique dans un genre monotypique, dans une famille monotypique. Et on la place comme groupe sœur de toutes les autres plantes à fleurs. Petit truc insolite sur l'APG et un peu absurde, c'est que là, comme vous voyez, on range Amborella et puis les 2 lignées qui divergent ensuite de la racine des plantes à fleurs dans quelque chose qu'on appelle le grade ANA. Ce qui n'a donc pour Amborellale, nymphéale, austrobaléale, ce qui n'a pas vraiment de sens parce que c'est effectivement un groupe paraphylétique, mais par contre, il n'y a jamais eu de grade en systématique évolutionniste qui contenait ces espèces-là ensemble. Donc il n'y a jamais eu de vision gradiste de ce groupe-là qui n'est pas un clade, et donc c'est une petite absurdité insolite de l'APG. Depuis, on a séquencé tout le génome d'Amborella. Par un consortium qui s'appelle le Amborella Genome Project, donc AGP. Donc, je pense que c'est une blague, mais je ne suis pas sûre. Et donc là, vous avez en haut, donc le A de la figure, c'est en fait deux chromosomes à la louche d'Amborella avec des gènes qu'on retrouve à ces 2 endroits. Et donc ce papier montre en fait, grâce au génome de cette plante-là, qu'il y a une duplication totale du génome nucléaire à la base des plantes à fleurs. Ce qui est intéressant pour répondre à plein de questions évolutives, mais qu'on se posera peut-être plus tard. Et elle a une autre particularité génomique, c'est que son génome mitochondrial est rempli de morceaux de génomes mitochondriaux d'autres trucs, de mousse, d'algues, d'autres plantes à fleurs. C'est un peu un grand melting pot de gènes, et on comprend pas très bien les mécanismes derrière le génome mitochondrial de Amborella.
Euh, Maintenant quoi en fait maintenant ça a plusieurs conséquences le fait qu'on trouve que c'est la racine des autres plantes à fleurs. C'est que on peut faire des hypothèses sur quelles sont ses synapomorphies à elle et pas juste ses particularités qui pourraient être héritées de l'ancêtre. Et on a plusieurs hypothèses. On trouve que la dioécie, donc qui est le nom commun pour dire qui va avec dioïque, est dérivée chez elle, que les fleurs portent un hypanthium qui est un genre de réceptacle particulier, que la phyllotaxie spirale de sa fleur serait dérivée, alors qu'on a toujours cru que c'était ancestral et c'était un des arguments pour faire des grades à l'époque. Et puis quelques caractères embryonnaires. Sa position, ça a aussi une influence sur la reconstruction de l'ancêtre de la fleur, de l'ancêtre des plantes à fleurs et sur les états ancestraux. Mais elle a une branche infiniment longue et en fait, quand on utilise des méthodes de reconstruction qui tiennent compte de la longueur de sa branche, en fait, elle est pas si, elle est beaucoup moins proche de la fleur de l'ancêtre des plantes à fleurs que ce qu'on imaginait. Il y a deux petites choses sur cette plante que je voudrais mentionner pour conclure. C'est que elle a été évaluée comme préoccupation mineure par l'Union internationale pour la conservation de la nature, mais elle figure quand même sur les listes rouges. Elle est endémique de Nouvelle-Calédonie. On a cru à un moment que ça qu'elle pouvait servir d'espèce parapluie pour protéger des écosystèmes en Nouvelle-Calédonie. C'est pas du tout le cas. En fait, tous les botanistes se sont jetés dessus dans les années 2000. Il y a eu énormément de prélèvements sauvages qui n'ont pas du tout fait participer les populations locales. Et maintenant qu'elle est dans pas mal de jardins botaniques, en fait, ça intéresse plus personne de s'occuper de cette plante en Nouvelle-Calédonie. Et dernier truc un peu insolite, c'est que en fait l'âge de divergence de cette espèce avec tout le reste des plantes à fleurs, ça a un peu ranimé un débat sur l'âge de la Nouvelle-Calédonie. Euh, et en fait, il y a les arguments géologiques, biogéographiques, biologiques et tout ça sont pas du tout concordants. Donc on ne sait pas en fait si elle est arrivée, si elle a débarqué en Nouvelle-Calédonie récemment ou si en fait ça faisait très très longtemps qu'elle était là et qu'elle a évolué toute seule dans son coin. Euh, voilà. Voilà, donc Amborella trichopoda, la plante bizarre de la botanique. Merci à tout le monde. Et puis, petit teaser sur la prochaine chronique du prochain Café Systéma, qui sera sur un sujet dont j'adore parler, qui est la désintégration des scrofulariacées. Ça donne trop envie. Merci beaucoup, Laetitia. Donc, la fleur basale, entre guillemets, celle qui branche le plus bas. Classe. Ouais, c'est celle qui branche le plus bas. Qui est trop bizarre qu'on aurait tout à fait pu jamais trouver, quoi. Ouais, puis, bah ouais, j'imagine. Et ouais, bah oui. Mais du coup, ça a remis en cause la phyllotaxie spirale, parce que c'est pas celle-là qui avait. Enfin, moi, j'ai toujours l'image de mes vieux cours de bota de Dijon. Alors, la phyllotaxie spirale, il y a plusieurs choses qui ont un peu attaqué cette hypothèse, notamment le fait que, en fait, sur les nymphéas, c'est pas spirale du tout. Ah ouais. On a toujours cru donc la phyllotaxie, c'est l'arrangement des organes d'une plante autour de son axe. Ça peut être soit cyclique, soit spirale. Et en fait, sur les nymphéas, on a toujours cru que c'était spirale parce qu'en fait, il y a tellement de pétales que ça paraissait difficile d'imaginer ça autrement. Et en fait, depuis qu'on fait du développement avec du microscope électronique à balayage, on s'est aperçu qu'en fait, c'était des cycles de 4. Donc ça change le codage de ce groupe-là. C'est le cas pour les magnolias aussi, pareil. En fait, c'est cyclique. Et donc en fait, Ah ouais. les plantes spirales se retrouvent plus rares que ce qu'on pensait. Donc les spirales sont toujours dérivées. En tout cas, enfin, Ouais, la les spirales sont plésiotrophie toujours des. dérivées et en plus, les plantes qui font des spirales ont toujours un très petit nombre d'espèces. Donc maintenant, il y a des gens qui pensent que c'est un genre d'impasse. Que, voilà, une fois qu'on devient spirale, en fait, on perd beaucoup évolutivement, mais on peut pas revenir en arrière. Ok. Et juste, il y a environ combien de fois, du coup, l'acquisition indépendante de la spirale? Quelques dizaines. Putain, c'est énorme quand même. Ouais.
ouais, c'est moins énorme que pas mal d'autres caractères floraux, mais Ah ouais, non, mais... c'est très labile en fait les caractères floraux. Ouais. Comme quoi, il faut coder les déterminants de ces caractères et pas les caractères eux-mêmes. Hmm. Ouais, mais c'est des facteurs de transcription qui sont un peu en mode on-off et c'est un peu Ouais, ouais. combinatoire, quoi. Ouais, bah oui, bien sûr. J'ai pas vu, il y a des questions dans le chat, j'ai moins regardé là. Ouais, il y a Petit Kraken qui galérait à comprendre, et je le comprends, l'histoire d'utiliser les paralogues avec les deux hypothèses reliées par, tu sais, c'est vrai Ouais, que... bah en fait, si si t'as un gène qui se duplique et que après il y a de la diversification, euh, les copies du gène dupliqué, donc là en l'occurrence les copies du phytochrome A, chez toutes les espèces où il y a un phytochrome A, elles seront toutes plus proches entre elles que Hmm. du phytochrome B, que les copies du phytochrome B ou du phytochrome C, même à l'intérieur d'une plante donnée, parce que ça s'est diversifié après la duplication. Donc l'idée c'est que c'est que toutes les séquences d'un phytochrome seront plus proches entre elles que n'importe quelle séquence d'un autre phytochrome. Ouais. Et donc, en fait, on peut enraciner la phylogénie d'un des gènes avec les séquences de l'autre gène, puisqu'on sait que toutes les séquences d'une des familles sont plus proches entre elles. Et si on fait ça réciproquement, en fait, on se retrouve avec deux arbres superposables avec une seule branche qui les relie. Et ça, c'est quand on avait bien vu, quoi. On Yes. peut faire ça. On a fait ça pour enraciner l'arbre du vivant, hein. On fait ça pour enraciner l'arbre du vivant qui n'a pas de groupe externe. Et il y a des individus à Paris? Parce que si je vais la voir, elle aura Non, un alors, statut différent dans mon cœur maintenant. non, pas à ma connaissance, en tout cas, j'en ai cherché partout dans les serres de Paris. Là, c'est la photo que j'ai en merci de votre attention. Là, c'est une photo que j'ai prise au muséum de Berlin. Alors, j'étais très honorée de la rencontrer en vrai, cette plante, mais c'est vraiment un petit machin, quoi. Ouais, elle paye pas de mine, quoi. Ouais, elle paye vraiment pas de mine. Il y en a au cerf du parc de la Tête d'Or à Lyon, paraît-il, mais je l'ai pas vu. Ok, cool. Euh, Allez, Jérémy, au tableau. Ah oui, j'arrête. Hum, Oui, oui, pour Lucas. Quoi, c'est le Lucas des angiospermes? Je comprends pas. Là, c'est Universal Common Angiosperme? C'est ça que tu veux dire? Je picole. Ah bah, il s'appelle Je picole, déjà, bon. Ses fleurs sont chou, bah ouais, grave. C'est juste pour dire que pour Lucas, on utilise des orthologues aussi. Ah, Des ok. paralogues. Ah, ok, bah oui. Oui, c'était plus profond comme commentaire. Ouais, je m'en doutais. Oui, c'est un nœud bien plus Et... profond, oui. Ouais, il y a les papiers qui s'intéressent à la phylogénie de l'ensemble du vivant, ils utilisent des familles de paralogues aussi. Et il y a des exemples hyper classiques avec l'hémoglobine qui marche bien, euh, qu'on trouve dans les manuels de licence de bio. Je suis d'accord avec Mr. Lungo que ce serait tout plus facile à expliquer avec un tableau, mais je vais pas écrire sur mon paravent. Ouais, on va upper le truc. De toute façon, d'ici peu de temps, on fera les cafés Systema en vrai, dans une pièce, avec du vrai café, des milliardises, des odeurs, etc., etc. Non, non, si, c'est en cours de... Je dis pas le prochain, je dis pas celui d'après, dans trois. Et oui, donc du coup, pour répondre à Petit Kraken, oui, c'est une fleur spiralée. Pour le coup, on a du bon, on a des bonnes études de développement. Ouais, c'est ça, exactement, Diane, on va mettre le paquet. Le CNRS finance, en fait, là, tout le monde est d'accord, les institutions, que la systématique, c'est un truc vraiment fondamental et ils ont envie de mettre un paquet là-dessus. Donc, voilà, ils ont tous dit qu'ils allaient mettre un maximum de pognon. Donc on va avoir des installs de ouf. Enfin, voilà. Donc, c'est en cours, c'est en cours. La SFS, c'est la priorité du muséum et de Sorbonne Université. Donc, ça vient. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi elle a tellement de matos génétique qui vient d'ailleurs, cette plante?
En fait, on sait pas trop, à ma connaissance, on sait pas trop si c'est elle qui en a absorbé plein ou si c'est toutes les autres plantes qui ont viré tout ce qui était un peu en rab, quoi. Mais le génome mitochondrial des plantes est extrêmement variable par rapport à celui des animaux et est constitué de très majoritairement de séquences non codantes. À titre de comparaison, il me semble que chez les animaux, c'est quasiment toujours autour de 16 kb, le mitochondrial, et chez des plantes sur qui j'ai travaillé, qui s'appellent les anonacées, on avait des génomes mitochondriaux plutôt entre 400 et 600 kb. Yeah. Ce qui est une des raisons pour lesquelles on les utilise assez peu Phylobase. en phylogénétique aussi. Hein. Ils sont difficiles à aligner, ils sont pleins de merdouilles. De toute façon, c'est la merdouille de moléculaire. Donc,